je crois qu'il ne faut pas que vous vous loupiez dans ce truc-là, parce que je crois qu'il nous faudra à nouveau 75 ans pour digérer cette verrue. Cette nouvelle mouture du projet suscite encore de vives critiques chez certains riverains. De son côté, l'association Nantes Patrimoine estime que l'architecture du futur musée pourrait être dénaturée. Autre interrogation, le budget, 25 millions d'euros, pourtant largement revu à la baisse. Nous nous étonnons de ce budget énorme alors que le jardin est resté en friche pendant plusieurs années. Les questions qui ont été posées sur la question du legs n'ont pas eu de réponse satisfaisante. Le legs prévoit qu'il n'y ait pas de construction et s'il devait y en avoir, qu'elle soit dans le style de l'existant. Là, de toute évidence, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Autre critique, pas assez d'espace vert. Une partie sera privatisée par le musée et une autre transformée en esplanade. Nantes Patrimoine s'en inquiète. Mais les critiques ne sont pas unanimes. C'est un bon projet parce que c'est évident qu'on va préserver l'identité et probablement aussi ce qui fait la spécificité du musée d'Aubray par rapport aux autres musées qu'on peut trouver sur la métropole. On garde le palais d'Aubray intact à l'intérieur, ce qui est très important. On ne fait pas disparaître la salle des colonnes, on ne fait pas disparaître le grand escalier. Cette fois, pas d'obstacle judiciaire. Le permis de construire sera déposé l'été prochain et le chantier devrait commencer à l'automne 2019. Livraison prévue fin 2021. Dans 5 ans, le stade de la Beaujoire ne sera plus qu'un souvenir. Un peu plus d'1 an après avoir entamé des discussions, Nantes Métropole, le FC Nantes et le promoteur immobilier Réalité ont rendu public ce mardi matin le fruit de leurs réflexions. Valdemar Kita, président du Football Club de Nantes, et Johan Joubert, président directeur général de Réalité, m'ont fait la proposition de construire un nouveau stade. Un nouveau stade au financement 100% privé de 40 000 places qui s'inscrit dans un projet urbain sur le parking de l'actuel stade de la Beaujoire. Le tout porté par la société Yellow Park. Il s'agit de refaire un lieu de vie. Aujourd'hui, la parcelle de la Beaujoire ressemble davantage à un cimetière hors match qu'à autre chose. Nous, un de nos défis, c'est de transformer ce nouveau stade intégré dans son programme urbain en un lieu de vie qui vit 7 jours sur 7, 365 jours par an. Avec des logements, des bureaux, mais aussi une résidence pour personnes âgées et un complexe sport santé bien-être. Au milieu de tout cela, ce nouvel écrin dont le coût est estimé à 200 millions d'euros. On sait très bien que de toute façon, ce genre de choses, il va falloir faire appel aux banques, des investisseurs, de quelle façon on peut amortir et que le stade coûte le moins cher possible. Quand il y a des projets comme ça, beaucoup de gens vont s'accrocher au wagon. Il n'y a pas d'étrangers aujourd'hui dans le coût. Aujourd'hui, on n'est que tous les deux. Valdemar Kita et Johan Joubert qui préalablement devront débourser 20 à 30 millions d'euros pour financer les études du projet. Un projet soumis à une concertation auprès notamment des supporters et des partenaires du club qui débutera en novembre. Le quartier Trente-Moulésiles accueillera un des 2 sites aménagés sur la commune. Des terrains stabilisés avec accès à l'eau, l'électricité et des sanitaires individuels. Les travaux sont en cours, mais à partir d'octobre, 188 personnes, soit 31 familles, devraient pouvoir s'y installer dans des caravanes qu'il reste encore à trouver. Les caravanes actuelles sont dans des états très très vétustes et donc avec des fuites et donc une déperdition énergétique qui serait trop importante. Donc là on réfléchit à changer toutes les caravanes. Il y a l'association Comiche qui est issue de la conférence citoyenne qui soutient cette démarche notamment dans la recherche de caravanes. En contrepartie de cet accueil, les familles établies depuis au moins 2015 sur le territoire roséen devront signer une charte. Elle les engagera à inscrire les enfants à l'école, apprendre le français et chercher du travail. J'ai reçu les familles en mairie et la proposition a reçu un très bon accueil. Maintenant, je leur ai dit très clairement, la responsabilité elle va être de leur côté. Nous, on fait les efforts, on met les moyens à disposition. Maintenant, il va falloir franchir une marche pour entrer dans un dispositif d'intégration. C'est quelque chose de très positif, attendu par la population. On ne peut pas continuer à avoir des bidonvilles dans une communauté d'agglomération comme la nôtre. Il faut que les choses bougent et il faut accompagner ces familles qui sont très éloignées d'une vie digne. Toutes devront enfin payer une indemnité d'occupation en fonction de leurs revenus. Cette démarche d'insertion est pour l'instant une expérimentation engagée sur 2 ans. L'idée a germé en 2015. L'appareil pilote mesure à peine 1,50 m. Avec de la vapeur issue de la centrale, il a pour mission de densifier les déchets verts.
On va avoir un pourcentage de carbone et une capacité calorifique du matériau qui se rapproche de celle du charbon. D'ici la fin de l'année, un prototype de 15 mètres de haut sera construit ici. Alors dans un premier temps, avec le prototype, nous allons pouvoir produire suffisamment de combustible à base de déchets verts pour pouvoir en effet réaliser un test sur notre tranche 4 pour vérifier différents paramètres. Évidemment, la possibilité de brûler ce combustible avec les équipements actuels, mais également vérifier les émissions. L'objectif de Cordemais est d'introduire 50% de biomasse dans ces 2 tranches charbon. L'enjeu est vital, car le plan climat l'a confirmé cet été, il n'y aura plus de centrales charbon en 2022, sauf si elles évoluent vers des solutions moins carbonées. L'idée qu'on en a, c'est de permettre à cette centrale de continuer à fonctionner, dès lors que les essais qu'on fera et qu'on est en train de prévoir seront concluants. Cette centrale, elle présente un intérêt puisque c'est une électricité qui est pilotable, comme on dit, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions de fonctionnement des énergies renouvelables, elle peut venir en complément de ces énergies. Pour s'approvisionner, la centrale va solliciter les collectivités locales. Pour remplacer 50% de charbon, elle aura besoin de 200 000 tonnes de déchets verts bruts chaque année. Chaque jour, 100 000 véhicules en moyenne empruntent le périphérique nantais. Chaque jour, des incidents plus ou moins importants doivent être gérés depuis ce poste de coordination. De 6h à 20h30, les agents scrutent les écrans de vidéosurveillance, rassemblent et analysent les informations de circulation des routes nationales autour de Nantes. Les caméras, ce sont les yeux en fait des opérateurs, mais les opérateurs disposent aussi d'autres outils pour leur permettre de faire cette surveillance du trafic en temps réel. Ils ont pour ça ce qu'on appelle un synoptique, donc ça permet de visualiser rapidement les zones qui sont encombrées et mettre en œuvre en fait les mesures de coordination nécessaires pour résorber en fait l'événement en cours. Ok, c'est noté. À chaque événement, une réponse adaptée. Des messages sur les panneaux d'affichage, jusqu'à l'intervention des équipes de la DIR ou de la police, ou même des interdictions de circulation à cause de la météo. La mission est parfois délicate, mais tout doit être mis en œuvre pour maintenir la sécurité du trafic. C'est vrai que lorsque nos opérateurs doivent mettre en place, par exemple, la fermeture du pont de Cheverret, forcément, ça va avoir une incidence énorme sur l'usager et ses conditions de circulation. Mais oui, il peut y avoir des jours très difficiles parce que le trafic est conséquent autour de Nantes et parce que le moindre incident peut provoquer effectivement une réaction un peu en chaîne qu'il faut traiter au plus tôt, quoi. Hier, le système a été provisoirement coupé en raison d'une opération de maintenance des équipements, une intervention qui a lieu 2 fois par an. Ils se sont levés de bonne heure ce jeudi matin, ces élèves du lycée Gabriel Guisteau de Nantes. Dès 7h30, ils proposaient à leurs camarades un petit déjeuner. Le but, mobiliser les lycéens contre la réforme du Code du travail. Et on fait un petit déjeuner pour changer un petit peu des blocus, c'est-à-dire on veut monter un collectif lycéen. Et on commence par un petit déjeuner tranquillement pour éviter de commencer par un blocus et faire peur aux lycéens. C'est pour éviter de faire comme l'année dernière et que voilà, au début on est nombreux au niveau des blocus et à la fin ça s'estompe. Donc du coup on veut faire l'inverse, on veut faire monter crescendo, c'est-à-dire mobiliser les lycéens avec des actions voilà, qui sont gentilles, sans éviter les gens d'aller en cours. Et puis au fur et à mesure, quand on deviendra de plus en plus nombreux, on commencera à faire des blocus et là ça deviendra vraiment plus important. Et c'est donc autour d'un café que les élèves à l'origine de l'initiative veulent rassembler leurs camarades, car pour eux cette réforme du Code du travail concerne leur avenir et leur travail de demain. Ça fait un petit peu peur, nous on ne sait pas trop comment demain ça va être, nous comment demain dans notre emploi ça va être. Tout est lié au travail. En tout cas, dans notre société actuelle, ce que nous gagnons définit notre vie. Par exemple, il nous faut un CDI pour avoir un logement. Cette action permet aussi aux organisateurs de récolter des fonds pour monter leur collectif et acheter du matériel. Car ils l'assurent, cette première mobilisation est loin d'être la dernière. Pour preuve, leur présence à la manifestation organisée par les syndicats ce jeudi après-midi. Aujourd'hui, dans la rue, demain on continue. Blocage général. C'était leur deuxième rassemblement à Nantes, le deuxième en l'espace de 10 jours, pour instaurer le rapport de force à la veille du Conseil des ministres.
On n'attend pas des miracles du Conseil des ministres, on sait que le gouvernement va forcément valider les ordonnances. Par contre, s'engage après aussi un débat parlementaire, en tout cas une ratification des ordonnances qui devrait être faite dans les 3 mois qui suivent, ce qui nous laisse largement le temps de continuer la mobilisation et de la renforcer. Et pour cela, les syndicats attendent beaucoup des jeunes, des étudiants qu'ils veulent mobiliser dans les prochaines semaines. Nous, on s'attend à ce que les prochaines mobilisations, il y ait d'autant plus de jeunes qui soient présents parce que justement la rentrée sera passée, qu'on aura eu le temps de vraiment avoir de la pédagogie sur les établissements et qu'on puisse vraiment constituer de vrais AG où tous les étudiants et étudiantes pourront s'organiser dans les campus. À 3500 selon la police, 7000 selon les syndicats. Ce jeudi, la mobilisation était plus faible que le 12 septembre, mais ce n'est qu'un début, disent-ils. Il y a des rendez-vous qui vont se poursuivre, les retraités, les transporteurs, les fonctionnaires le 10 octobre. Et j'ai entendu des bruits qui courent sur l'estuaire. Vous allez voir que la semaine prochaine va être extrêmement forte en termes de mobilisation dans les entreprises. On parle du port et du bas de l'estuaire, vous allez voir que ça va prendre. En fin de cortège, une partie des manifestants a érigé un mur à proximité du CHU. S'en est suivi un long face-à-face avant que les forces de l'ordre n'interviennent et finissent par détruire le mur. La police a procédé à au moins 5 interpellations. La Cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné ce jeudi Florine Safta à 30 ans de réclusion assortie de 15 années de sûreté pour l'assassinat d'un travailleur social en mars 2015 à Nantes. Une condamnation en deçà de ce que l'avocate générale avait requis, mais qui reste extrêmement lourde pour la défense. On sent bien que la Cour a voulu être lourde. On peut comprendre, est-ce que pour autant ça nous apparaît une peine juste? Il va falloir prendre du recul, regarder. On espérait effectivement, avec Maître Chotard, avoir suffisamment défendu l'absence de préméditation. Florine Safta était également jugée pour tentative d'assassinat sur son ex-compagne. L'avocate de cette dernière était hier satisfaite du jugement. Ce qui est important pour Géraldine Pallier, c'était d'être entendue, elle l'a été, et puis c'était de pouvoir considérer qu'elle était maintenant la seule à même de pouvoir s'occuper de sa petite fille, de leur petite fille. Elle a demandé instamment à ce qu'il y ait un retrait total de l'autorité parentale qui soit prononcé, et la Cour y a fait droit. Et c'était, j'ai envie de vous dire, presque l'essentiel pour Géraldine Pallier. Donc en ça, l'objectif est atteint. Elle a un sentiment de satisfaction parce qu'elle a le sentiment d'avoir été entendue, comprise, reconnue dans son statut de victime. Les avocats de Florine Safta vont désormais s'interroger sur la possibilité de faire appel de la décision de la Cour d'assises.